On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Barthes et Gauthier Genquin. Voilà, aujourd'hui, la thématique du jour va traiter de l'impact de la crise sur le rôle et les missions des managers intermédiaires en entreprise. Bon, comme pour ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois sur ces webinaires management, vous savez que le groupe IGS Formation Continue a fait le choix donc d'organiser sa filière formation continue en 3 domaines d'expertise. Une première filière autour de l'accompagnement des équipes ressources humaines, des managers et des responsables de la fonction ressources humaines. Une deuxième filière d'expertise autour de la relation client, tout ce qui va toucher aux opérations marketing et vente dans l'entreprise, donc les équipes commerciales. Et puis une troisième filière d'expertise dont j'ai le plaisir de diriger, et donc la filière management qui va s'adresser particulièrement à l'accompagnement de ces managers intermédiaires. C'est un choix volontaire de la part du groupe IGS de centrer ses programmes de formation sur cette population spécifique de managers intermédiaires, avec une logique de montée en compétences via de la formation et de la certification. Aujourd'hui, la filière management, c'est 4 diplômes de Bac+2 à Bac+5 et c'est une quinzaine de blocs de compétences certifiants pour accompagner tant en inter-entreprise qu'en intra ces managers intermédiaires. Alors, sans plus attendre, voilà, la thématique du jour, comment la crise impacte-t-elle ces managers intermédiaires? Est-ce que, pour reprendre le thème du webinaire, la crise a accéléré leur rôle de transformateur dans l'entreprise, au sens où de déploiement de la stratégie et le lien entre la stratégie et l'opérationnel? Isabelle et Gauthier vont donc intervenir sur ce webinaire. On traitera de la répartition des rôles, notamment entre les managers opérationnels, les dirigeants, et est-ce que ces rôles, est-ce qu'on constate une évolution des missions avec la crise? Quel impact sur le niveau d'autonomie de ces managers opérationnels? Quel impact sur la charge de travail, notamment? Troisième sujet, c'est évidemment, en fonction de l'évolution de ces missions, c'est quelles compétences sont mises en avant, en particulier dans ce travail d'accompagnement de l'entreprise. Et puis pour parler d'accompagnement d'entreprise, c'est aujourd'hui comment les entreprises accompagnent ces managers intermédiaires, que ce soit au niveau des outils de gestion, des outils de management ou sur des questions de formation. Voilà, donc 2 intervenants, Isabelle et Gauthier. Donc Isabelle Barthes, voilà, donc professeure en management, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous rejoindre sur ce webinaire, donc qui se présentera et qui, notamment, pour ceux qui ont l'occasion d'aller sur Xerfi-Canal, présente régulièrement des vidéos qui nous permettent de mettre en avant les thématiques autour du management opérationnel. Gauthier, avec qui on a fait connaissance il y a maintenant 2 ans à l'IGS, voilà, dans le cadre d'un parcours de formation diplômant sur lequel il nous avait rejoint en lien avec son entreprise, qui aujourd'hui est chef d'agence chez Elior Service, et donc qui nous apportera sa vision d'homme d'entreprise sur ces sujets d'implication, voilà, et de mise en avant du manager intermédiaire au sein de l'entreprise. Alors, Isabelle, la parole est à vous. Je voudrais, si vous en êtes d'accord, qu'on démarre ce webinaire par un petit rappel sur justement ce rôle et cette fonction principale de manager intermédiaire, et comment vous, avec la crise, vous avez constaté, voilà, une évolution de ces missions depuis maintenant 1 an. Alors bonjour, d'abord merci de m'inviter à cet échange, et pour rassurer les personnes qui sont en ligne, alors évidemment je suis chercheuse en management, je suis professeure des universités, mais j'ai été aussi, je sors encore d'une période de management et j'ai managé beaucoup d'équipes, petites ou grandes, donc je connais l'opérationnel du management. Alors j'ai envie de dire que quand on s'attaque à ce sujet des managers intermédiaires, des cadres intermédiaires, des managers opérationnels, la question souvent c'est la définition, parce qu'on est sur une diversité infinie de profils. Et hier, on proposait une conférence justement sur des personnes qui sont managers, alors c'était dans la fonction publique.
ça peut aller de 2-3 personnes à 50, ça peut aller à des échelons hiérarchiques qui peuvent être vraiment sur les équipes opérationnelles basiques, mais qui peuvent être sur du 2, du 3 en fonction des échelons hiérarchiques. Donc, on est sur une population qui est mal définie. Par contre, ce qui va être leur caractéristique commune, c'est qu'ils ont quelqu'un au-dessus d'eux, donc ils managent un manager et ils managent des équipes. Alors, du coup, la question, leur gros challenge, ça va être ça. Ça va être d'être entre ce qu'on appelle le bottom-up et puis le top-down. Et toute cette fonction qui peut être quelquefois très compliquée à gérer, et c'est souvent comme ça que ça se traduit. On parle souvent des managers intermédiaires sur le côté difficulté et souffrance des managers intermédiaires, parce qu'ils ont à faire adhérer leurs équipes sur des projets qui viennent plutôt du haut, et en même temps à être, je dirais, les ambassadeurs de leurs équipes auprès de cette hiérarchie. Donc, pour résumer, je dirais que pour moi, pour aller vite, ils font tourner la boutique. J'ai vu beaucoup d'entreprises, j'ai moi-même participé à des entreprises ou des organisations, le leader partait, le grand dirigeant partait, une partie du comité, et ça continue à tourner parce que les managers intermédiaires sont là et font tourner la boutique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils sont souvent en difficulté dans ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, bien avant le confinement, on voit apparaître un indicateur qui est assez inquiétant, c'est la montée en puissance de l'absentéisme chez les cadres intermédiaires, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Et la troisième chose, je dirais que dans les temps un peu agités que nous traversons tous, la fonction qu'ils avaient de rassurer, alors j'irais rassurer leur supérieur hiérarchique, leur manager, leur N+1, grâce à des reportings, grâce à des rituels, grâce à tout va très bien et voilà. Et rassurer leurs équipes en leur disant aussi positiver, etc., devient quelque chose que je perçois de plus en plus important parce que j'ai envie de résumer les choses en disant que tout le monde a les nerfs à vif actuellement. Alors, c'est le cas, Gauthier, là. Je vous sens sous pression là, ce matin en intervenant sur, sur notre webinaire. Est-ce que vous avez les nerfs à vif comment vous, aujourd'hui, vous constatez justement cette évolution, puisque vous faites partie de cet encadrement intermédiaire voilà, votre position par rapport aux propos d'Isabelle. Je vous laisse vous présenter en amont, Gauthier. En une phrase. Donc, bonjour. Ce qui était intéressant, oui, par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, par rapport à la polyvalence d'Isabelle, moi, je fais partie de la société Elior Service, 5e opérateur de services, hygiène et propreté en France, donc une niche de fabrication. Je pilote moi-même avec ma direction nationale la division hôtellerie sur Paris-Île-de-France. Donc, la crise, évidemment, par rapport à ma niche et par rapport à ma fabrication hôtelière, évidemment, la catastrophe industrielle a été évidemment plus que perçue et impactante. Ce qui est intéressant avec la polyvalence d'Isabelle sur le management et à faire toutes les fabrications, c'est justement de voir à travers la fourniture de services un aspect de niche que, oui, il y a ce côté anxiété, fébrilité, électricité qui est de plus en plus charnel au cours des mois. Le second confinement a fait beaucoup de mal à toute la société, et évidemment en général, mais d'un point de vue industriel, du point de vue des sociétés, du point de vue des managers, puisque c'est le propos d'aujourd'hui, une très grande anxiété et une très grande fébrilité à gérer sur tous les aspects du spectre, aussi bien en interne, puisque je rejoins Isabelle, le fait de rassurer, c'est aussi de nous rassurer. On doit évidemment être en humilité par rapport à ça. Et les recettes, les réussites, les maîtrises d'hier, même si elles sont toujours actives,
doivent être repensées justement par rapport à ce qu'on vit en pleine chair. Et évidemment, le monde client, parce que le monde client fait partie intégrante de tous les modes de fabrication. Et évidemment, de la manière la plus précieuse, le monde de la fabrication, c'est-à-dire les terrains, les équipes opérationnelles. Et on va en discuter à travers toute cette discussion certainement, mais un langage, des modes de communication, des attitudes, des présences qui sont complètement à renouveler ou à re-ancrer ou à approfondir ou à réinventer. Et on est dans un temps, on a déjà parlé, donc Damien en faisait part au début. Moi, j'ai eu la chance pendant 2 ans de suivre avec IGS et dans le cadre de mon entreprise, un Master 1, gestion et développement d'entreprise. C'était des questions qu'on avait commencé avant la Covid avec nos professeurs et dans nos ateliers et qu'on a vécu en même temps que nos études. Et donc, il y avait ce double aspect théorie et pratique. Et donc, les ateliers étaient forcément plus qu'animés et plus que riches. Parce que toutes les expériences montraient qu'on pouvait se servir de ce temps hors pour justement se rendre compte. Je mets à part évidemment les catastrophes industrielles parce qu'il y a de très grosses catastrophes industrielles dans le monde par rapport à certains métiers ou à certaines niches métiers. Et ça, ça va être le cauchemar de cette Covid et de cette après-Covid. Mais pour les sociétés, pour les fabrications qui ont tenu le choc ou qui sont en train de tenir le choc, il y a un vrai diagnostic à faire de tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionnait, de tout ce qui fonctionne. Et à partir de là, on reprend le diagnostic dans le sens d'une performance à assurer actuellement, mais d'une performance à réinventer aussi ou à améliorer par rapport à un redémarrage, à une ressortie de crise que personne ne maîtrise, qui est à l'heure actuelle parfaitement irrationnel. Et c'est justement là où le bien précieux de prendre ce temps hors temps et de maîtriser l'impact de la crise et de se dire qu'on a les moyens de rendre rationnel ce qui peut apparaître comme irrationnel. Alors, Gauthier, pour rentrer dans le vif du sujet et répondre à la première question, est-ce que vous avez constaté une évolution des rôles, en fait, vis-à-vis notamment de votre direction? Est-ce qu'aujourd'hui, comment les choses se sont notamment peut-être sur la partie… Pour la discussion, je vais prendre le parti de dire non. Évidemment, j'interviens par rapport à ce que je vis dans ma société. Je dirais au contraire parce que ça a montré que les hautes directions, qu'elles soient générales, opérationnelles, financières et consorts, ou les managements de terrain, l'objectif c'était d'être à sa place, de reprendre que la direction générale soit en leader, en chef de l'entreprise. C'est ce qui a été le cas pour nous. Reprendre en rapidité un langage clair par rapport à ce qu'on allait vivre. Je parle 1 an en arrière et puis avec le soubresaut du second confinement. Et le fait que tout le monde soit bien à sa place, que tout le monde soit clairement à sa place, que tout le monde soit nécessaire et utile à sa place, le maître mot par rapport à justement cette gestion de défaillance, c'était d'être en synergie et avec des discours et des langages clairs. Isabelle le disait tout à l'heure, le phénomène vertical comme le phénomène horizontal, donc là pour reprendre par rapport à notre direction générale, et je pense que ça a été le cas dans la plupart des grandes sociétés, dès le moment où tout le monde est à sa place, dès le moment où le langage est clair, c'est-à-dire soyons tous à nos compétences pour essuyer la tempête, le traitement de la crise a été évidemment plus simple dès le départ, puisqu'on était tous en mode combat. Et j'utilise le bon mot. Il fallait être combatif, mais comme sur une bataille, on n'est pas tout seul, isolé. On est au coude à coude, on est avec des personnes devant, des personnes sur nos flancs, derrière.
l'objectif, c'était évidemment ça. Nous, on a eu cette synergie, au sens où on a pu s'appuyer sur un langage clair et des retours par rapport à nos diagnostics, ce que disait Isabelle tout à l'heure, par rapport à nos diagnostics, d'avoir ce retour efficace et de permettre en temps réel, on est en 2021, donc les outils nous permettent facilement d'être en temps réel par rapport à la résolution des affrontements, par rapport à la crise. Et puis par rapport, comme je disais, on prend le temps hors temps, c'est-à-dire on prépare déjà l'après-crise. Isabelle, Gauthier nous parle quelque part de réduction des ambiguïtés, de clarification des rôles finalement entre les dirigeants et les managers intermédiaires. C'est ce que vous constatez vous aussi de par vos études, de par les différentes entreprises avec lesquelles vous êtes amenés à travailler? Alors, je pense qu'en effet, les conditions de ces derniers mois ont eu un effet loupe ou accélérateur sur des phénomènes qui existaient déjà. Donc la capacité à manager à distance, l'attente de télétravail. Moi, si vous voulez, je reviendrai sur les grands basiques pour moi du management, et le manager opérationnel est interpellé. Donc pour moi, il y a un trépied. C'est la conduite du changement, la capacité à accompagner la transformation. Donc le manager opérationnel est contributeur ou contributrice de ce sujet. La deuxième, c'est la prise de décision. Et là aussi dans des cadres qui lui sont donnés ou moins donnés. Et la troisième chose, c'est faire adhérer et manager ses équipes. Pour moi, c'est le trépied du management. La question du manager opérationnel, c'est justement le double mot. Est-ce qu'il a le temps du management ou est-ce qu'il est sur l'opérationnalité? Parce que très souvent, le manager opérationnel, on lui demande aussi, il est chef des ventes, d'avoir des grands comptes, il est contremaître dans une équipe d'avoir des gestes techniques, etc. Et la question qu'on voyait depuis quelques années, c'est que le temps du management se réduisait de plus en plus. Alors, j'appelle temps du management le temps d'accompagnement de ce qui est vraiment le management. C'est le temps d'accompagnement des équipes, le temps de donner des cadres, de réfléchir aux objectifs, de réfléchir à tous ces sujets qui occupent. Mes journées ne font que 8, 10 ou 12 heures en fonction. Et ce temps se rétrécit de plus en plus. Alors, le problème qu'on a, c'est que la conduite du changement, Gauthier en parlait, c'est l'incertitude absolue. Là encore, on entend, mais on ne sait pas quand on va rouvrir, mais on ne sait pas quand on va pouvoir redémarrer notre activité. Enfin, donc, conduire le changement dans l'incertitude absolue. La prise de décision, les risques, du coup, sont maximum. Donc, quelle que soit la décision, la dimension risque est importante. Et puis, faire adhérer les équipes, on est dans une forme de fébrilité et de difficulté à réunir, avec en plus la dimension distancielle, qui n'est pas vraie pour tout le monde, mais qui surajoute à la difficulté de manager, de faire adhérer sur des sujets. Donc, moi, je suis complètement d'accord, et c'est presque maintenant une sorte de ce que disait une tarte à la crème actuellement, c'est réinventer le management. C'est le moment. Et c'est vrai que ce que j'observe, c'est qu'on est tous beaucoup à dire ça, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on bouscule les codes, et que j'appelais ça le management en mode figital, c'est-à-dire cette capacité à travailler à la fois en distanciel, à la fois en présentiel, parce que le tout distanciel, sauf sur certaines fonctions très précises, ce n'est juste pas possible, mais apprendre à travailler, réinventer le présentiel, qu'on connaissait bien, pour être en mode figital, donc la contraction entre physique et digital. Et ça demande de travailler, mais vraiment complètement, les codes managériaux, et ça, c'est valable pour les managers intermédiaires, bien évidemment, qui sont pour le moment plutôt, mais ce n'est pas de leur faute, je dirais, plutôt contraints à dupliquer ce qu'ils faisaient en mode présentiel sur le mode digital. Comme moi, en tant qu'enseignante, pour le moment, j'ai l'impression de plutôt faire des cours à distance qui ressemblent à ce que je faisais dans les salles de classe, plutôt que de réinventer complètement, même si j'essaye et que je m'oblige à le faire, mes modalités pédagogiques. Voilà, donc on est à la fois sur des basiques et des invariants, et je crois que ceux-là, ils n'ont pas changé, et que c'est bien de les avoir, parce que ça donne une ligne claire. Mais en effet, on est sur une conjoncture et une accélération des sujets qui fait qu'on doit sortir du cadre et non pas espérer, je dirais, être dans le syndrome de la restauration.
allez, on tient le coup quelques mois, et puis après, on va revenir comme avant. On ne va pas revenir comme avant. Et l'attitude que nous décrit Gauthier, enfin plus que l'attitude, hein, la mise en œuvre que décrit Gauthier, de se dire, on se prend ce temps pour réinventer des choses et être prêt à quelque chose qui est de toute façon très imprévisible, parce qu'on ne sait pas ce qui va déboucher du tunnel. Ben, je pense que c'est la bonne attitude. Mais ça va passer par des investissements immatériels de formation au management, formation au self-management, qui me paraît très, très, très important actuellement. Et ça, est-ce que les entreprises y sont prêtes? Je suis sûre que les managers opérationnels attendent ça. Je suis moins certaine que les managers top management ou la gouvernance aient bien envie d'investir dans cet immatériel. C'est un vrai sujet, hein, et c'est des sujets sur lesquels nous, chez IGS Formation Continue, on est confrontés au quotidien. C'est-à-dire que la formation de cet encadrement intermédiaire, c'est au-delà d'être le cœur de métier de la business. C'est des sujets, et on le voit bien en ce moment, au-delà des questions de financement des actions de formation. Mais il y a une vraie, moi, je me permets de prendre la parole parce que le sujet, vous me tendez la perche, Isabelle. On a plein de projets, nous, en cours j'allais dire, de négociation avec nos clients. Et il y a une vraie volonté. Après, ce qui bloque en ce moment, c'est cette zone d'incertitude qui fait que, voilà, engager sur des parcours diplômants, certifiants ou un peu plus opérationnels des managers, la priorité a été donnée aux commerciaux. Je ne sais pas si c'est ce que vous constatez aussi de votre côté en termes de formation sur l'année dernière. Mais là, on ressent de plus en plus dans nos discussions avec les DRH le fait que les managers intermédiaires ont peut-être été les oubliés de l'histoire et qu'il est grand temps de s'occuper d'eux en matière de formation. Alors, peut-être Gauthier, je voudrais vous entendre sur justement la façon dont dans cette période de crise, vous avez maintenu le cap avec vos équipes, et surtout comment vous nous aviez bien expliqué que dans votre secteur d'activité spécifique, vous avez réussi à engager en continuant le projet de transformation que vous aviez initié avant la crise sanitaire, voilà, notamment en termes d'implication des équipes au quotidien dans les hôtels dans lesquels vous intervenez. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer et en quoi ça reboucle avec les propos d'Isabelle? Oui, ça reboucle parfaitement. Sur le cas particulier. Gauthier, il y a peut-être un petit. Il y a Morgane là, qui voudrait juste vous préciser quelque chose. Vas-y, Morgane. Oui, Gauthier, s'il vous plaît, vous êtes en contre-jour. Est-ce que par hasard, parce que les participants ne vous voient pas très bien, est-ce que vous pourriez allumer une... J'imagine. Une petite lumière. Voilà. Il ne veut pas être reconnu après ses propos. Il ne veut pas être dans la lumière, Gauthier. On va pas faire. Là, c'est un peu mieux? C'est légèrement mieux, oui. Mais je vais avoir le regard encore plus déporté. C'est pas grave? C'est très bien, Gauthier. Allez, c'est parti. Par rapport à mon cas particulier, ma fabrication particulière sur le monde hôtelier, mais qui rejoint parfaitement le cas de ce qu'a lancé Isabelle. Évidemment que réinventer, c'est un peu le maître mot, ou en tout cas un mot magique que tout le monde a envie de s'approprier actuellement. Le temps est à prendre, et le temps est à prendre. Je rejoins la première phrase de notre discussion. Dès le moment où on est en synergie avec notre direction, le simple fait de faire un argumentaire, alors parler d'argumentaire commercial ou d'argumentaire budgétaire, mais l'objectif, c'est aussi de remonter cette information en clarté, de monter un argumentaire, c'est-à-dire de monter des plans d'action, de monter des argumentaires de transformation qui ne se font pas en un jour, qui ne se font pas en une semaine, qui ne se font pas en 6 mois pour certains. Mais tous les jours, vous prouvez une brique, vous prouvez une marche montée. Et c'est justement, non seulement il y a la synergie au sens où au quotidien, on est vraiment tous ensemble, mais il y a évidemment cet effet de boucle d'avoir émis un plan d'action. Mais c'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose qu'on prouve tous les jours ou qu'on garantit tous les jours. Et avec, je reviens aussi à la définition de manager, ou en tout cas l'impression du manager. Ce n'est pas de réussir en
en magie, c'est aussi comment dire, de se confronter à ces résolutions, hein, aux problématiques et donc à leur résolution, et aussi d'expliquer les problématiques, d'expliquer les résolutions. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de réponse bonne ou il n'y a pas de réponse positive immédiate attendue à chaque problème ou à chaque problématique confiée. Les missions du manager, quel qu'il soit, c'est l'explication de son travail. Et c'est là où on revient, comment dire, et la crise est à dompter justement, et nous en tout cas on a pris le parti de la dompter aussi de cette manière-là. On a tous vécu, comment dire, pendant une bonne vingtaine d'années avec une inertie positive, parce que il fallait, comment dire, il fallait fabriquer, il fallait consolider, il fallait prospérer, il fallait valoriser notre image, sans qu'il y ait je parle pour la fourniture de services, mais qu'il y ait de crise, comment dire, de crise réelle ou d'obstacles réels à cette inertie, d'où le terme d'inertie positive. Et comment dire, le fonctionnement de la crise montre également que sur le fait de traiter des défaillances, sur le fait comment dire, de prendre en compte certaines attitudes de management qu'on avait, le maître mot, c'est la clarté. C'est-à-dire revenir, je vous ai dit, pour être trivial, je vous ai donné tel plan d'action par rapport à la catastrophe industrielle qu'on est en train de vivre, je vous ai donné tel argumentaire de rénovation, de transformation, de réhabilitation de certaines pratiques. Et sur la clarté de la remontée d'informations au quotidien, sur ça peut être un point hebdo, ça peut être le point mensuel lors de l'explication des comptes qui est une synthèse. Là, actuellement, c'est vraiment un dialogue permanent avec notre direction pour justement être en synergie aussi dans ce sens-là. Je vous ai demandé ça, ou je vous ai montré cela, vous me l'avez acté, vous m'avez dit feu vert, carte blanche, prise d'initiative, prise de risque, ok. Et en même temps, garantir qu'on est dans ce travail-là, garantir qu'on est dans cette résolution d'obstacles. Et de manière très simple, parce que clair, j'avance de telle manière. J'ai un second confinement, et je réadapte mon attitude ou je réadapte mon faisceau de direction par rapport à ce qu'on est encore en train de vivre. Et jusqu'à preuve du contraire, on est en février, bientôt mars, ça va faire un an symboliquement par rapport à la crise. Personne ne peut dire quand réellement ça va redémarrer. Personne ne peut dire comment ça va redémarrer. Personne ne peut dire l'amplitude de retour à on va dire une prospérité, hein, pour être trivial. Mais par contre, tous les plans d'action, toutes les transformations engagées, selon nos fabrications, parce que là, ça rejoint, Isabelle pourrait mieux en parler, ça rejoint tous les corps de métier et toutes les valeurs métiers. Ça, on pourra, entre guillemets, l'avoir en possession, l'avoir en maîtrise au moment du redémarrage, au moment du retour à la prospérité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sur un simple, sur un simple vecteur, mais un vecteur fondamental, c'est la clarté de l'avancement, la clarté de l'avancée jour après jour. Ça passe quand je vous entends, Gauthier, par moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le manager pédagogue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Isabelle, mais quand j'entends clarté, explication et tout ce travail de pédagogie à la fois avec les équipes, mais aussi avec sa direction, finalement, puisque vous l'expliquez très bien, voilà, c'est cette situation intermédiaire qui fait que cette situation entre le top-down et le bottom-up, voilà, la pédagogie, elle va dans les deux directions. Et puis, j'entends aussi un deuxième message chez vous, Gauthier, c'est peut-être aussi ce côté un peu entrepreneur du manager intermédiaire, où de plus en plus les entreprises confient cette responsabilité de prise de risque mesurée, encore une fois, mais qui permettent d'avoir cette dimension entrepreneuriale. Mais parce que après, ça peut être ambigu, cette notion d'entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ambigu. C'est dans le management, qu'on est manager, il y a l'initiative, il y a la prise de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de séparation. C'est pas parce qu'on est dans un ensemble, dans une organisation, on est tous, et dans le bon sens du terme, des engrenages, et c'est justement le parfait mécanisme qui fait l'harmonie.
mais on a cette particularité, cette singularité d'être des engrenages autonomes. La prise de risque, la direction générale, une direction nationale selon les organigrammes des sociétés, je veux dire, attendent aussi notre appropriation de compétences et au niveau de nos missions, attendent de la prise de risque, attendent de l'initiative. Le simple fait de formuler une initiative, le simple fait de formuler une prise de risque, qu'elle soit acceptée ou non, mais j'aurais rempli, entre guillemets, mon rôle de moteur, d'acteur de l'action en cours. J'ai entreprise, on me confie des missions, je les ai acceptées, j'ai été volontaire. Et bien volontaire, c'est qu'on dire jusqu'à la lettre E, au sens où, je veux dire, la prise de risque, elle doit être dans mon langage. Et elle doit être dans mon langage, aussi bien vis-à-vis de ma direction nationale, puisque mon N+1 est sur la direction nationale, que vers les équipes opérationnelles, jusqu'au lieu de fabrication, et j'allais presque dire surtout jusqu'au lieu de fabrication, on doit véhiculer cette autonomie, cette initiative, cette prise de risque qui peut être dans le moindre geste ou dans la moindre attitude dans une équipe. Et c'est ce renforcement qui n'a jamais été perdu, hein, attention, hein, qui n'a jamais été perdu, mais en inertie, on faisait presque d'instinct. Il n'y avait plus de conscientisation de cela. Et là, la crise nous montre qu'il faut reconscientiser justement tous ces aspects-là. Parce que le langage évolue, parce que la société évolue, donc les individus, moi le premier, on évolue aussi en termes de gestion d'emploi du temps ou de gestion de concentration en vie professionnelle. Et ce qui est précieux, c'est justement qu'en clarté, et c'est un mot, qui est simple, qu'en clarté, cette volonté de reprendre à soi l'initiative, de dire, vous m'avez dit dans le process d'aller à droite, mais ça fait des années, je me rends compte que à gauche, ça pourrait être peut-être plus simple ou plus astucieux. Et bien là, il est temps, entre guillemets, d'en profiter, essayer, expérimenter. Isabelle, par rapport à cette reprise, cette prise d'initiative que nous présente Gauthier, ce côté clarté, pédagogie. Bon, j'ai peut-être été un peu fort en parlant d'entrepreneur, de manager entrepreneur. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors, je dirais qu'on observe des variétés très grandes, hein, suivant les entreprises. Ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde les études, après la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, alors les comparaisons ne sont pas forcément très raisonnées, mais enfin, il y avait quand même eu une très grande crise. Les entreprises qui ont investi se sont beaucoup mieux tirées sur le moyen terme que les entreprises qui avaient plutôt cherché à downsizer, ce qu'on observe aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des entreprises vertueuses, positives, mais la notion de recréer ce qu'on appelle du slack, du jeu, d'investir, alors la formation, des territoires nouveaux, de réfléchir à de nouvelles stratégies, je pense que c'est vraiment le moment où il faut le faire et ces études de 2008 montrent que c'est la bonne méthode. Donc, voilà, il y a quand même une grande diversité de comportements. La deuxième chose, je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui est ressorti, qui ressort. Gauthier disait, on a changé, tout le monde a changé. C'est quand même la prise de conscience des singularités, de l'importance du maillon dans une chaîne. Et en effet, le manager opérationnel, il est très à l'écoute de ça. En effet, peut-être que les 10, 12, 15 personnes qu'il encadrait, il n'avait pas, parce que ça marchait, parce qu'il fallait avancer, parce que cette attention à l'autre, on parle beaucoup de bienveillance, mais simplement cette attention, cette écoute, et qui peut être une écoute très objective. Il a peut-être des idées, des initiatives issues du terrain que je n'ai jamais su écouter parce que pas le temps, parce que ça marche et pourquoi on changerait. Et ça, je crois que c'est assez nouveau, en effet. Et puis, ne serait-ce aussi que l'éveil des personnes. On a mis en avant les héros du quotidien, de la prise de conscience que même quand on est quelqu'un plus ou moins, on parle des invisibles, mais pas très haut dans la hiérarchie, on joue un rôle dans la création, la contribution, la performance de l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est quand même une deuxième chose qu'on peut tirer en termes d'évolution. Et cette notion de clarté, moi je l'interpréterai un peu différemment, mais je suis entièrement en phase avec ce qui a été dit. C'est l'idée que, surtout avec le distanciel, on est de moins en moins amené à manager par le contrôle, mais par les objectifs.
on avait avec le présentiel un management, surtout sur les managers opérationnels, très, je veux dire même visuel. Enfin, on avait ses équipes dans le bureau d'à côté, on avait la plateforme, on accompagnait les commerciaux dans leur voiture. Donc, un management de proximité qui faisait qu'on était dans une forme de contrôle qui pouvait être très positif, hein, mais qui, avec toute la notion de l'informel, permettait de réguler, de réduire les ambiguïtés, qui existent toujours. Et là, avec le distanciel, on est obligé, en effet, d'être très clair et de parler d'objectifs. Mais parler d'objectifs, c'est pas simplement tu dois faire tel chiffre d'affaires ou tel moyen, etc. C'est parler du chemin de la performance, c'est-à-dire que chacun n'a pas le même chemin vers la performance, de parler d'autonomie dans la performance, parce qu'on n'a jamais appris aux personnes de la base à s'auto-manager, gérer son temps, gérer ses priorités, etc. C'était des formations réservées souvent au top management qu'il faut maintenant donner à tout le monde. Et on a la prise d'initiative dont parlait Gauthier. Tout ça, en effet, c'est de la clarté. Pourquoi? Parce que le distanciel part-time, mais surtout maintenant full-time, eh bien, il interdit l'informel, il interdit l'imitation, les regards qui peuvent être échangés, les petites phrases, simplement s'étant boire un café ensemble à la machine à café, ne régule pas ce qui aurait pu, qui peut souvent être des ambiguïtés, des mauvaises compréhensions, etc. Donc cette notion de clarté, je suis entièrement d'accord. Et je terminerai par votre interpellation sur la problématique commerciale. C'est vrai que de tout temps, une entreprise est tirée. Il y avait une phrase, je me rappelle, qu'on disait on ne fait pas avancer un spaghetti cuit, on le tire. Et c'est vrai que je pense que, alors les entreprises ne sont pas des spaghettis cuits, mais elles sont un petit peu en difficulté là actuellement, et que pour les tirer, on n'a rien trouvé de mieux que les commerciaux, qui sont alors, je dirais, très intéressants en figure de proue, parce que c'est vrai que c'est eux qui souvent vont faire le chiffre d'affaires, donc réanimer l'entreprise, qui vont être ces fameux front office, donc comprendre le marché, comprendre les clients, ces clients qui sont perdus, ces clients qui n'arrivent pas à se réinventer, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc, c'est co-constructeurs de valeur entre l'interne et l'externe. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on leur reproche d'être trop près du client, mais c'est justement des zones d'initiative extrêmement importantes. Et puis, je dirais, c'est aussi des personnalités, des personnes qui avaient l'habitude d'être en home office, d'être en autonomie et qui peuvent apprendre beaucoup sur ce management distanciel qui, comment dire, met en difficulté des fonctions qui n'avaient absolument pas cette habitude. Moi, je crois qu'en effet, j'ai beaucoup travaillé sur le management commercial. Le management commercial est un des plus complexes qui soit. Je crois que réinjecter une petite composante commerciale dans tous les métiers d'entreprise, ça serait intéressant. On parlait de myopie marketing il y a 60 ans avec Lévy. Voilà, il y a beaucoup de myopie commerciale. Tout le monde, à un moment, est ambassadeur de son entreprise et peut avoir cette dynamique commerciale qui habite, bien sûr, beaucoup plus les personnes qui le sont. Et je terminerai en disant que ce qui m'inquiète, moi, actuellement, alors que je vois chez les consommateurs, mais que je vois dans l'entreprise, c'est la panne de désir. Je trouve qu'il y a une panne de désir. Alors, on le voit dans la consommation, avec des raisons très objectives, hein, mais on le voit aussi dans l'entreprise. Et une forme d'aquabonisme qui se met en place. Et c'est vrai qu'on va demander aux managers intermédiaires d'être un peu des héros par rapport à ça, c'est-à-dire remettre du désir, remettre du fuel dans la machine, où j'ai l'impression quand même que on est avec des personnes qui sont de moins en moins habitées par l'envie d'avancer et de contribuer. Et ça, c'est une composante managériale pure qui est pas facile à remettre en place quand soi-même on peut être en difficulté en tant que manager intermédiaire. Une digression peut-être par rapport à l'ordre du jour qu'on s'était fixé aujourd'hui, mais je sais pas, on touche peut-être un peu plus là, peut-être aussi à la quête de sens et finalement à la finalité globale de l'entreprise et quelque part à son système de valeurs. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gauthier, mais voilà, ça repose beaucoup sur ces sujets et au-delà de la finalité économique de l'organisation pour laquelle on travaille, il y a aussi il y a un projet global
je ne sais pas si c'est un gros mot de dire sociétal, peut-être. En tout cas, il y a une finalité qui sort de la simple le fait de faire gagner de l'argent aux actionnaires ou en tout cas d'être performant sur le plan économique. Cette quête de sens, Gauthier, on vous sent quand même engagé dans votre quotidien. Vous nous expliquez, vous le partagez avec vos équipes. Comment vous le trouvez dans votre entreprise et comment ça se traduit en fait aujourd'hui? Mais c'est vous avez en humilité commencé en disant que c'était une digression, mais en fait non. Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Dans tout ce qu'on vient de dire, et Isabelle parlait justement de la valeur héros, ou en tout cas du modélisme héroïque. Et en fait, on se rend compte avec le terrain, on se rend compte avec l'univers de la fabrication, pour généraliser à toutes les formes de métiers, que moi j'ai envie de dire que c'est justement, alors pas le côté humain dans son sens fragile, mais le côté humain dans son sens vrai, qui est d'autant plus précieux actuellement. La grande lucidité qu'on doit avoir, hein, c'est que les managers pourraient être faits de bonnes idées, de plein d'idées, avec ce phénomène d'inertie positive qu'il y avait depuis plusieurs décennies. La grande lucidité, c'est d'être à sa place, c'est d'être pleinement à ses responsabilités, s'approprier ses responsabilités pleinement, au sens par rapport à ses directions, mais aussi par rapport à ses équipes. Revenir vers ses équipes avec cette lucidité, c'est non pas une autre personne qui va les recroiser, c'est une personne qui montre que professionnellement, on a cet affrontement avec la crise. Il n'y a pas que la vie personnelle. Tout le monde est inquiet en ce moment. Tout le monde est anxieux par rapport à la vie personnelle, par rapport à tout ce qui se passe, évidemment le virus, mais également le vaccin, l'après-vaccin, les conditions de ceci, de cela, l'impact économique dans les familles par rapport à la Covid. Et nous, on est en mode professionnel, c'est-à-dire qu'on rencontre tout le monde en mode professionnel, en sachant que le mode professionnel est très présent, voire plus présent que la vie personnelle pour certaines catégories de personnes. Et c'est cette lucidité, justement, ce retour vous disiez, à du sens, ce retour à la valeur métier pour justement revenir au factuel, revenir à la valeur métier avec nos équipes. On a la chance, alors, pour mon univers, on a un service chargé de la formation. On a le pôle formation sur l'Île-de-France. On a le pôle juridique avec les ressources humaines. On a le pôle administratif. Donc, montrer à nos équipes au quotidien, et pas juste de manière ponctuelle quand ils se déplacent en entreprise, mais montrer sur le lieu de la fabrication. Montrer que tous les pôles sont à leur service, que tous les pôles travaillent avec eux en même temps. Je reprends ce que vous disiez sur le Figital. Est-ce qu'il y a aussi cette subtilité-là? C'est que des personnes qui sont en service support et qui sont dématérialisées par rapport au lieu de la fabrication, c'est en ce moment qu'il est important que tout le monde se connaisse, que tout le monde sache que tout le monde travaille ensemble et pour le bien de tout le monde. Là, vous retrouvez du sens parce que vous revenez à la valeur métier et vous montrez que c'est cette valeur métier, cette concentration dans le travail, qu'on soit agent sur le terrain, qu'on soit agent administratif, qu'on soit responsabilisé opérationnellement ou dans l'entreprise, tout le monde est important, tout le monde est précieux. Et le fait alors moi je vois avec le pôle formation ou notre RRH, le fait d'accompagner pendant qu'il fabrique l'agent, ça montre qu'il n'y a pas juste d'héroïsme, ça montre qu'il n'y a pas notre époque de divertissement, qu'il n'y a pas de super pouvoir, qu'il n'y a pas de gens insolites. On est tous avec une valeur métier. Et c'est parce qu'on dégage, parce qu'on déploie et parce qu'on assume notre valeur métier qu'on est fort à plusieurs. Donc, plusieurs sur la fabrication, donc plusieurs sur le reporting de la fabrication, donc plusieurs sur l'analyse de ces reportings et jusqu'à la stratégie d'entreprise. Je rejoins Isabelle, on a nous la particularité, l'opérationnel et le commercial chez nous. Ça permet de récupérer aussi du sens vis-à-vis de nos prospects, vis-à-vis des de clients historiques qui nous connaissent par cœur
et qu'on doit rassurer, non pas avec l'image qu'on avait hier, mais avec l'affrontement qu'on vit actuellement et comment on va en sortir demain. C'est tout ça qui fait que clarté, sens, montrer qu'on est à notre place, mais qu'on est à notre place tous ensemble. Alors, allez-y, Oui. Isabelle. Oui, enfin, je voulais. Donc, on aborde la partie question des Oui, je termine, je vais être très rapide. C'est vrai qu'il y a ce trépied, là aussi, vision, mission, valeur. Hein. Quelle vision, quelle mission, quelle valeur. Ça serait le moment, et c'est déjà depuis plusieurs mois le moment ou jamais, de se dire, mais quel est le métier de mon entreprise? Très peu d'entreprises ont leur mission statement sur leur site internet. Ils ne savent pas l'exprimer simplement et de façon non cosmétique. La vision, où je vais être dans 5 ans ou 10 ans ou dans 3 mois, puisqu'on est dans des périodes de profonde incertitude, et les valeurs. Et en effet, les valeurs, et des valeurs qui ne sont pas la charte éthique dans l'entrée de l'entreprise. Et puis voilà, c'est écrit, mais on fait complètement autre chose. Et ça, je crois que ce triangle, c'est le moment pour beaucoup d'entreprises, parce que connaître ses missions, connaître son métier, c'est être capable de le changer, enfin de garder son ADN, mais tout en faisant des changements, ce qu'on appelle un aggiornamento. Avoir une vision et avoir l'humilité de dire, dans 6 mois c'est ça, mais ça sera peut-être dans un an autre chose. Ça montre que c'est le chemin qui est plus important que l'objectif. Et puis les valeurs, qu'on vit au quotidien et pas seulement dont on parle. Je crois qu'on a simplement des choses il faut prendre du temps, les réinjecter. Et puis on découvre un truc qu'on savait, hein, mais qu'on prend en pleine face, c'est que le management et la stratégie et tous les attributs du management, c'est pas rationnel. Nous sommes des êtres irrationnels. L'émotion, alors le marketing nous disait beaucoup depuis déjà des années, le consommateur, il est irrationnel, il fonctionne avec ses émotions et pas uniquement sa raison. Je détecte mon besoin, je fais ma recherche d'information, je vais vers l'offre la plus optimale, mais c'est bullshit. Et il faut comprendre que les salariés, qui sont aussi des consommateurs, hein, mais ils sont pareils. Ils sont envahis d'émotions, ils sont envahis d'affection, d'affectif. Et ça, on est en train, quelque part, de le prendre en plein visage, comme on prend en pleine face que la conciliation vie privée, vie professionnelle, c'est hyper complexe et que c'était un des grands sujets du moment. Et que le temps passé à donner du temps, il est peut-être plus important que de réfléchir en retour sur investissement uniquement. Ouais, finalement, on se rend compte qu'on réaborde des sujets, encore une fois, qui touchent à la finalité de l'entreprise et finalement, quelque part, le manager intermédiaire, il doit être en phase avec ce système de valeur de l'entreprise. Nous, on accueille souvent des stagiaires en formation continue, que ce soit en intra ou en inter, qui ont souvent en eux ce côté, pour être un bon manager, quand on reprend l'expression, il faut qu'on soit en phase avec le projet de l'entreprise. Et c'est souvent ce sujet qui revient en boucle. Et donc, je suis ravi que quelque part, même si c'est une forme de digression par rapport à notre ordre du jour initial, on ait abordé la question. Alors, je crois que Morgane, il y a des questions. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole à l'écran. J'en ai noté quelques-unes, mais vas-y, de la part de nos participants. Il nous reste une dizaine de minutes. Tu en as sélectionné quelques-unes? Oui, tout à fait. Alors, là, notamment peut-être plus pour Gauthier, mais voilà, c'est à l'attention de tous les deux. Dans tous les cas, il y a quand même pas mal de questions. Voilà, que pensez-vous du niveau de reconnaissance des managers opérationnels, selon votre expérience? On vient de l'évoquer, mais pour répondre en une phrase, déjà, tout dépend des sociétés, donc de la philosophie des sociétés par rapport à cela. Est-ce que est-ce qu'il faut attendre une crise pour parler pour conceptualiser la reconnaissance à tous les égards et vis-à-vis de tout le monde? Je ne pense pas. C'est quelque chose qui doit être dans l'ADN de l'entreprise. Après, il y a, comme on parlait, sur la transformation qui peut être attendue dans certaines entreprises par rapport à l'affrontement de la crise, sur la réorganisation qui peut être pensée pour pallier certaines défaillances ou pour sublimer certaines
normalité de fonctionnement. Là, la reconnaissance, elle va être naturelle, au sens où il y a certaines personnes qui étaient, on vient d'en parler, dans leur métier, qui étaient dans leur conscience, dans leur concentration professionnelle, seront évidemment aspirés dans ces phénomènes de transformation ou de réorganisation. Et le pendant, Isabelle l'a dit tout à l'heure, c'est de connaître ses équipes. C'est de connaître son environnement managérial, de connaître son environnement opérationnel, pour parler de nos métiers de fabrication de services comme de biens en général. C'est de se connaître les uns les autres. Si vous ne connaissez pas vos collaboratrices, vos collaborateurs, si vous ne connaissez pas votre direction, d'une manière ou d'une autre, où que vous soyez, comment voulez-vous vous valoriser? Ou comment voulez-vous avoir l'envie de vous valoriser? Ou comment voulez-vous repérer la personne qui sera assise à côté de vous demain, ou qui sera assise devant vous après-demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'inertie positive a aussi essuyé dans le temps le fait qu'un manager ne doit pas avoir peur, au sens où avoir des responsabilités dans un fonctionnement d'entreprise, c'est justement assumer ses missions par rapport à la réussite de tout le monde. Dès le moment où tout le monde réussit, je veux dire, le manager, il n'a pas à avoir peur de dire c'est tout le monde qui a réussi, ou c'est cette personne-là qui a vraiment été plus qu'actrice, plus que positive dans le succès de cette mission, parce que c'est notre métier. C'est notre métier de déceler, de former, et à un moment donné de déléguer telle autonomie et de montrer que l'autonomie est non seulement respectée, comprise, maîtrisée, et donc la personne peut peut-être impulser sur un autre dossier ou sur une autre mission ou sur un autre degré de mission. Peut-être pour rebondir, je vous vois hocher de la tête. Oui, j'étais en phase. Alors, ce que je voulais dire, c'est quel type de qui? La reconnaissance quand on est intermédiaire, on a donc la hiérarchie, et puis on a au-dessus, et puis on a les équipes. Et c'est vrai que moi, ce que j'observe depuis des années, c'est que les managers intermédiaires sont mal reconnus de la part de leur hiérarchie. C'est des caricatures qu'on voit, il faut beaucoup regarder les séries, des caricatures qu'on voit dans les séries. Je ne veux pas savoir, tu te débrouilles, j'attends un résultat. Et voilà, on a une sorte de gros macro-objectif qui est donné, qui manque complètement de clarté que signaler. Et tu te débrouilles, tu y arrives. Et ça, je l'ai vu, mais sur 12 000 sujets. Et la reconnaissance n'est pas là. Et je parlais de l'absentéisme qui monte chez les cadres depuis des années, qui montre cette souffrance justement de manque de reconnaissance. Et de la part des équipes, la reconnaissance, elle peut être très ambiguë. Elle peut être totale, parce que, en fait, c'est ce N+1 qui va incarner l'entreprise. Moi, je suis toujours frappée de mes étudiants en alternance, en stage. Ils peuvent être dans l'entreprise la plus pourrie. Ce qui compte, c'est ce qu'ils appellent encore en 2020 leur chef, ou 2021 leur chef. Ils ont aimé leur chef. Ils ont aimé quelqu'un qui est forcément un manager intermédiaire. Et c'est ça, souvent, qui garantit justement la pérennité de l'organisation. C'est ciment qu'ils arrivent à tenir un peu, des fois, comme ils peuvent. Par contre, ils sont aussi souvent le siège des récriminations, parce qu'ils incarnent cette direction. Et on attend d'eux qu'ils remontent l'info, on attend d'eux que… Et ça peut être assez ambigu. Mais je dirais, elle n'est pas facile, cette reconnaissance. Je ne vais pas reprendre la phrase de Churchill, si vous voulez de la gratitude, il faut élever des chiens, parce qu'elle est très terrible, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez significative de la difficulté. Oui, mais elle n'est pas fausse au quotidien. Moi, j'ai beaucoup managé et c'est vrai que quelquefois, on se dit, mais avec tout ce que j'ai fait, j'ai encore ces plaintes, toutes ces remises en cause. Et quelquefois, on peut comprendre qu'il y ait des choses qui s'installent et qui ne sont pas positives, c'est-à-dire de se refermer sur soi. On le voit beaucoup dans des études moi, que j'ai menées, des managers intermédiaires qui se referment sur eux-mêmes. Ils vont décliner ce que dit la direction, même s'ils sont eux-mêmes en conflit de valeurs, parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas continuer à se mettre en porte-à-faux, ou alors ils doivent partir, et qui sont assez sourds, en fait, à un moment
aux demandes de leurs équipes parce que il faut que ça avance et qu'ils n'ont pas le temps et les moyens et peut-être même les ressources personnelles parce que ça bouffe de l'énergie d'entendre tout ça. Donc, c'est vrai que je pense que le top management doit donner un tempo, doit incarner des choses, on parlait de valeurs, mais aussi un tempo, des attitudes et des comportements qui seront ou bénéfiques ou complètement délétères, en fonction des options qui auront été prises du top management. Le temps J'ai envie de dire que le top manager, lui aussi, est managé souvent par un conseil d'administration, On est plus souvent managé que manager. Hein. Morgane, peut-être une dernière question et Gauthier et Isabelle, on essaiera d'être synthétique dans la réponse. Je te laisse choisir, Morgane. Un peu plus une ou deux, trois, parce que c'est juste par rapport au timing, par rapport aux participants, mais vas-y. Mais c'est vrai que certaines personnes attendent des retours, donc peut-être faire plus synthétique dans les réponses. Je vous relais tout de suite. Alors, beaucoup d'entreprises se sont orientées vers le management agile avec la multicompétence notamment. Est-ce dans l'objectif de faire du manager un acteur de la stratégie de l'entreprise ou un meilleur exécuteur? Ça mériterait presque un webinaire, ça. Oui, le concept d'agilité. La discussion, elle peut être très profonde et très longue. De toute façon, ça, ce sont ce sont des marqueurs qui font partie intégrante du manager. Le manager, il est forcément agile parce que vous ne pouvez pas entraîner votre équipe. Le chef d'équipe, c'est le numéro 1 de l'équipe. Il est dans l'équipe. Et donc, on ne peut pas entraîner une équipe avec toutes les complémentarités, avec toutes les singularités, les particularités de chacune et chacun. On ne peut pas entraîner si on n'est pas agile. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. Il n'y a pas de mode d'emploi par rapport à ça. On l'apprend tous les jours. Mais pour entraîner, il faut forcément être agile. Il faut, pour éviter un obstacle, pour le contourner, il faut être agile. Et en même temps, le manager, il est directif. Parce que, et je ne parle même pas de la crise et de cette période de crise, il faut quelqu'un qui tranche. Sur un bateau, je veux dire, il y a plein de gens compétents pour faire avancer le bateau, mais il faut bien qu'il y ait une main sur le gouvernail. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Dans une business unit, c'est exactement pareil. On doit être sur nos responsabilités, on doit être avec nos équipes par rapport à ces responsabilités, parce que le travail est commun par rapport à la réussite d'une mission, quelle qu'elle soit. Mais on doit être directif à un moment donné. Il faut trancher, il faut incarner aussi cette responsabilité de « je décide ». La question n'est pas d'avoir raison ou tort, mais de prendre une décision, de prendre… L'agilité, est-ce que c'est pour le faire encore plus produire, le manager intermédiaire, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie volonté de faire participer au processus de décision d'entreprise? Non, je pense que le concept d'agilité, il a été extrêmement travaillé, mais il renvoie, alors il faudrait faire un webinaire complet là-dessus, aux soft skills. C'est-à-dire, en effet, quelles sont les compétences douces, relationnelles et personnelles qu'on attend d'un manager, en l'occurrence de proximité, ce qui est valable pour tout salarié. Et cette notion d'agilité renvoie aux soft skills. Alors, ça peut être l'agilité cognitive, ça peut être l'agilité, la mise à niveau par rapport à des comportements différents, ça peut être la capacité à gérer l'incertitude, à maîtriser. L'agilité, elle est de toutes sortes, hein. C'est un mot valise là pour le moment, il faut la transformer en comportement et donc en soft skills. Mais j'ai envie de dire par rapport à la question qui a été posée, le mode agile a été largement travaillé, ne serait-ce qu'aussi que dans les configurations organisationnelles où on déplie, on redéplie les organigrammes, on met les gens en mode projet, c'est ça aussi l'agilité, hein. C'est aussi beaucoup quelquefois de désarticulation, hein. Donc je pense qu'il faut redéfinir et puis savoir ce qu'on attend des gens. Ça crée une dynamique, mais il faut aussi, ce que disait Gauthier, une vraie mise en œuvre. Et puis donc sur la contribution à la stratégie dont vous parliez, je pense qu'en effet, la notion d'écoute active, pas faire semblant, hein, d'écoute active du terrain, de faire remonter de l'intelligence du bottom-up, enfin du bas, parce que c'est comme ça que ça se passe, et ne pas être qu'en top-down dans les définitions stratégiques. Je pense qu'en effet, c'était appelé de ses voeux depuis longtemps, mais que c'est peut-être plus mis en œuvre, tout simplement parce qu'il faut être pragmatique.
On a besoin, je parlais des commerciaux, on a besoin de ces gens qui monitorent l'environnement et qui sont capables de remonter ce que fait la concurrence, les initiatives, ce qu'attendent les clients, etc. Et pour avoir travaillé avec une ou deux entreprises récemment, c'est vrai que l'absence d'écoute des commerciaux leur a fait perdre un temps fou, alors que ces commerciaux leur disaient mais il faut faire ça, ça, ça et ça, et parce qu'on le sent nous chez nos clients. Et voilà, donc oui, la contribution à la stratégie, oui, l'agilité, oui, mais alors après, il faut être concret, quoi, walk the talk. Morgane, c'est toi qui choisis, c'est la dernière question. Allez, on se donne une dernière question. Alors, comment fédérer plutôt que d'être dans un rapport seul de subordonné à chef de force ou pire rapport de force? Je vais reprendre une phrase, hein. Alors, une phrase, mais comme ça, je rebondirai après Isabelle. Mais Isabelle l'a dit tout à l'heure, le management, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est l'irrationnel, c'est un art, le management. Et l'objectif, si on est à ces postes-là, si on veut ces postes-là, qu'on les découvre par hasard, qu'on passe par une filière étudiante, qu'on passe par l'IGS dans un cadre de formation pour se performer, pour approfondir des connaissances, mais on les veut parce que justement, il y a ce côté artistique de ce que je vais, moi, réussir d'une certaine manière. Il y a 40 000 personnes dans le monde qui vont le réussir avec 40 000 façons complètement différentes. Et ce que je vais, entre guillemets, perdre ou en tout cas mal faire fonctionner, il y aura 400 000 façons différentes de mal faire fonctionner aussi. C'est un art. Et c'est, je le disais tout à l'heure, peut-être de manière caricaturale, mais c'est tous les jours. On est concentré. On est concentré par rapport à ça. L'univers, c'est, pour reprendre dans le lean management, le Gemba, c'est vraiment le lieu de fabrication, c'est le sanctuaire. Isabelle le disait, c'est remonter, prendre l'intelligence là où elle est. L'intelligence, c'est forcément dans la fabrication, forcément. Mais à partir de là, il faut être à plusieurs pour s'approprier, au bon sens du terme, montrer, valoriser cette intelligence. Je parlais services formation, les différents services support qu'une société établie peut faire fonctionner pour justement valoriser, protéger et faire prospérer la fabrication. C'est justement tout cela, toute cette, je reviens sur le mot synergie, mais c'est justement ça qui montre le chemin sans que le chemin soit balisé. Et c'est à nous, avec cette notion artistique, cette notion de prise de conscience de l'irrationnel, que je vais peut-être faire un peu léger bord sur une petite perte d'équilibre sur la gauche, mais c'est pour mieux me rétablir sur la droite ensuite. Pourquoi? Parce que je suis concentré. Et c'est ça. Dans cette période-là, je vois, alors là, d'un point de vue particulier, on redéfinit à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux, cette valeur de concentration. Le but du jeu, ce n'est pas de se tuer à la tâche. Le but du jeu, ce n'est pas, Isabelle le disait tout au départ, journée de 8, 10, 12, 15, pourquoi pas 18, pourquoi pas 27 heures par jour. Ce n'est pas ça qui fait le succès ou qui fait la réussite. Ce n'est absolument pas ça. La réussite, le succès, c'est la concentration. Qu'on soit concentré sur notre métier. Et quelqu'un qui maîtrise son métier à 70%, mais qui est concentré à 100%, aura le meilleur résultat que quelqu'un qui va faire de la brillance, des étincelles de temps en temps, comme ça, de manière parfaitement adéquate. Alors, moi, je vais conclure vraiment très vite. Je pense que on a beaucoup parlé du manager-manager. Il y a deux mots qu'on n'a pas prononcés, mais qui vont pour moi avec ça, c'est le leadership et le coach. Et c'est vrai qu'on attend des managers ces trois dimensions, être leader, manager et coach. Alors, coach, c'est la dimension plus relationnelle, one-to-one avec ses équipes, faire grandir, parce que le management, il ne faut pas oublier que c'est faire grandir les autres. Hein. Ce n'est pas être le premier de la classe tout le temps et de s'accaparer les réussites de ses équipes. Il y a une dimension de servir, d'humilité qui est assez ingrate, hein, et tout le monde n'a pas envie d'être manager. La dimension de manager, c'est cet équilibre entre des process et de la relation, parce que c'est ce dosage entre process et par définition et relation. Et il y a la dimension leadership. Alors,
être un leadership. Et là, je crois que cette dimension de leader, qui est plus dans la vision, qui est plus dans l'élan, qui est plus dans la dynamique, dans ces périodes qu'on vit actuellement, on l'attend des managers intermédiaires. On attend d'eux qu'ils aient cette dimension. Alors, j'ai envie de dire, y croire. Et c'est vrai que je crois que fédérer ces équipes, moi je travaille beaucoup dans mes cours, vous savez, ces petits briefings que font les entraîneurs alors que l'équipe a perdu, il y a des trucs en ligne extraordinaires de coachs de rugby, de foot, qui remontent comme des leurs horloges, leurs équipes, en leur parlant avec des tripes. Et je crois que dans les moments où on est là actuellement, ce qui est quand même beaucoup plus difficile, la notion de y croire ensemble, et ce petit Y qui fait toute la différence avec croire dans des grands principes managériaux. Mais c'est vrai, et ça peut être épuisant, et ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, quand je fais mes cours de management à des étudiants je leur dis, mais tout le monde n'est pas fait pour être manager. C'est un métier, alors, un art, je ne sais pas, mais et il faut comprendre qu'on peut avoir une très belle carrière professionnelle en étant un expert et qu'on peut passer du management à l'expertise et qu'être manager, par exemple, je terminerai vraiment là-dessus, quand j'enseigne à des ingénieurs ou des personnes qui ont pas du tout, qui viennent chercher un vernis, souvent ils ont l'impression qu'il suffit de taper sur l'épaule, d'être sympa. Mais non, c'est beaucoup d'autres compétences qui se mettent en œuvre et qui s'apprennent. Et on a des écoles de management. Moi, ce que je regrette, c'est que les écoles de management, elles n'enseignent pas le management. Alors, quand j'ai enseigné, je dis toujours à mes étudiants, je ne vous enseignerai pas le management, mais je vous donne des signaux, des petits fanions qui vous permettront de réfléchir à ce métier, à cette fonction que vous aurez envie ou pas d'occuper. Je vais me permettre de défendre un peu les écoles de management. Mais je ne les attaque pas, j'en ai dirigé deux. Mais nous, on a fait ce choix à l'IGS d'accompagner en priorité les managers intermédiaires par rapport à mais en formation continue. Mais en formation continue. Je parlais des formations initiales. Cherchez dans les grilles de cours des cours qui sont vraiment des cours de management. Ils vont apprendre des techniques en contrôle de gestion, en marketing, en logistique, etc. Mais ce que j'enseigne, moi, le management, le leadership, et pas simplement des petites choses complètement saupoudrées, c'est rarissime, en définitive, auprès des formations initiales. Mais je sais que vous faites plein de choses en formation continue. Voilà, en formation continue, et puis je pense qu'il y a aussi dans l'ADN du groupe IGS, au niveau des écoles de formation initiale et aussi au niveau du pôle alternance, qui est le troisième pilier du groupe entre la formation continue et les formations initiales pour l'alternance. On a quand même, c'est ce qui nous caractérise, ces sujets sont traités de plus en plus. Je peux en témoigner parce que pendant le Master 1 qu'on a suivi ensemble, comme dire à IGS, c'était évoqué. Et je suis entièrement d'accord avec Isabelle. Mais il y a des organismes, il y a des entités. Mais oui. Parce que c'est précieux. C'est vraiment précieux. On ne peut pas. Le management, ça ne peut pas être que théorique. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous avez votre diplôme en poche, c'est pas que vous commencez à zéro. C'est que le zéro peut se reproduire tous les jours. Tous les jours. Si vous n'êtes pas dans l'humilité que ce que vous avez réussi aujourd'hui peut parfaitement échouer demain et tous les jours suivants. Si vous n'avez pas cette lucidité de je suis aux commandes, au sens où j'ai un niveau de commande, j'ai un niveau de responsabilité, parce que ça va ensemble. On pourrait aussi en faire un webinaire. Cette lucidité s'accompagne du fait qu'on n'est pas tout seul. Un manager est toujours avec une équipe, toujours avec une direction, toujours avec des transversaux ou des affrontements. Quand je dis affrontements, au sens premier du terme, la clientèle, les fournisseurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. On est toujours pas au centre, parce que c'est pas le bon terme, puis ça peut être ambigu, mais on est toujours, justement dans cette mosaïque de fonctionnement et dans cette mosaïque dynamique. Si vous n'avez pas conscience de ça, il faut partir en courant. C'est ce qui fait justement la passion de ce métier, quelle qu'elle soit. Et après, oui, il peut y avoir ce côté ingrat quelquefois, ce côté répétitif, ce côté ceci, ce côté cela. Mais je suppose, on a quand même dans nos vies des personnes qu'on connaît directement ou indirectement qui sont dans d'autres métiers, dans d'autres univers. C'est pareil partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément ce côté répétitif
dans tous les métiers. À nous de nous approprier entre guillemets, notre profession de foi. C'est le fait d'être, je reviens sur une de mes croyances, mais sur le fait d'être concentré. C'est dur. Il y a des jours où, évidemment, on est humain, il y a des baisses de régime, des baisses d'humeur, des baisses de tonus, mais c'est la concentration qui va vous sauver. C'est la concentration qui va vous sauver aussi aux yeux des autres. Vos équipes savent que vous êtes aussi avec des variabilités d'humeur, de tonus et ainsi de suite. Mais si vous montrez que vous êtes concentré tous les jours, l'exemplarité fait que vous amènerez de la concentration sur les postes de fabrication. Vous amènerez de la concentration sur les comportements des personnes. Gauthier, je vais devoir vous arrêter. Ah non, Damien. On pourrait débattre encore toute l'après-midi, je crois, sur le sujet. C'est passionnant et ça démontre bien tout l'intérêt qu'on a au moins une fois par mois à animer ces webinaires management au sein de IGSFC Formation Continue. Je voudrais remercier l'ensemble des… Damien, je voulais simplement rebondir, vraiment une seconde. J'ai écrit il y a quelques années un livre avec un philosophe sur les grands concepts du management vus par les philosophes. Chaque fois qu'on avait une conférence dans l'entreprise, il y avait un seul chapitre du bouquin, mais qui était le chapitre phare, c'était le courage. Et la notion de courage, on n'en a pas parlé assez peut-être. Elle est fondamentale. Le courage du manager, le courage de se lever le matin, le courage en effet de se confronter ou d'affronter. Et cette notion de courage, elle était toujours celle qui était… Et derrière, c'était l'exemplarité en effet. Voilà. Alors, si vous en êtes d'accord, Isabelle et Gauthier, on s'en reparlera. Peut-être qu'on a l'occasion de faire un deuxième webinaire ensemble dans quelques mois. Voilà, et on verra sur ce… moi, j'ai noté notamment le sujet de l'agilité et pourquoi pas y rajouter un sujet aussi sur le courage. Je voulais dire aux participants, d'abord remercier Isabelle et Gauthier, aux participants que le prochain webinaire, le 17 mars prochain, traitera du sujet de l'implication des managers opérationnels dans le processus d'innovation de l'entreprise. Donc, on aura l'opportunité d'avoir un manager de l'entreprise Limagrin et un ancien directeur de l'innovation aujourd'hui qui travaille à la SNCF. Donc, tous les deux, comment ils interagissent entre les directions innovation et ces managers opérationnels pour renforcer ce processus d'innovation au quotidien de l'entreprise. Ça, c'est le 17 mars. Le 15 avril, on traitera cette fois-ci de l'impact de tout ce qui est digital sur la transformation digitale. Quel impact elle a sur ce métier de manager opérationnel, manager intermédiaire, à la fois sur des questions organisationnelles, mais aussi de développement commercial. Et puis, pourquoi pas, au mois de mai, je veux dire, le sujet n'est pas encore calé, mais travailler sur cette autre notion d'agilité. On verra ensemble pour vous faire intervenir. Voilà, tous ceux qui veulent en savoir plus sur les programmes de formation du groupe IGS Formation Continue, je vous invite à vous rendre sur le site du groupe IGS, c'est le site internet du groupe IGS FC. On a notamment un programme qu'on a présenté un petit slide avec Morgane, mais voilà, on va faire très simple. C'est le manager de business unit qu'on propose en digital learning accompagné ou en temps plein. C'est la particularité de notre positionnement. Donc, sur un programme en 2 mois et demi en approche inter-entreprise et qui, bien sûr, pour les responsables ressources humaines qui nous écoutent aujourd'hui ou la responsable formation, qu'on peut tout à fait et qu'on monte en infra. Et en l'occurrence, c'était le programme qu'avait suivi Gauthier avec son entreprise et leurs services sur les 2 dernières années. Encore merci à tous. Merci Isabelle, merci Morgane, merci Gauthier. Merci de ces échanges. Et on se retrouve très vite sur un prochain webinaire Management IGS Formation Continue. Très bonne journée à tout le monde et puis voilà, bon appétit à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Morgane, t'arrêtes le webinaire?